Je vais commencer par remercier le sénateur Varone pour ce discours instructif et divertissant. Je prends donc la parole pour parler du projet de loi S-206 qui porte sur un cadre relatif aux revenus de base garantis. D'abord, je remercie la sénatrice Pate pour son engagement indéfectible en faveur des Canadiens qui sont confrontés à la pauvreté, l'insécurité et aux désavantages systémiques. Ces efforts ont contribué à maintenir un débat important en cette enceinte sur la justice et la dignité humaine. Je suis favorable à ce que ce projet de loi soit renvoyé au comité et je suis convaincue que le comité abordera des questions importantes, notamment celles qui mènent à la mise en place d'un environnement stimulant qui permet aux personnes sans emploi de trouver un travail valorisant. L'idée d'un revenu minimum garanti est profondément ancrée dans les débats sur la politique sociale canadienne. Et ce débat refait surface à des moments clés, par exemple lorsqu'il y a des bouleversements économiques, des conflits sociaux, des changements technologiques. Aujourd'hui, au lendemain de la pandémie, et dans un contexte d'automatisation croissante, d'intelligence artificielle et de concentration sans précédent des richesses, le concept de revenu de base a de nouveau captivé l'imagination du public. La pandémie a révélé à la fois la force et la fragilité de notre filet de sécurité sociale. Des programmes tels que la prestation canadienne d'urgence ont montré qu'il est possible de mettre en place rapidement des aides directes aux revenus pour répondre à des besoins urgents. Et c'était là l'objectif, de verser rapidement de l'argent aux Canadiens, aux entreprises canadiennes, sans formalité ni obstacles administratifs, et ce, afin d'éviter une crise comme celle de 2008. Mais les mesures d'aide liées à la pandémie ont mis en relief les lacunes et l'inefficacité de notre système d'assurance-emploi et ont souligné la précarité de la situation de nombreux travailleurs. Les mesures d'aide liées à la pandémie ont aussi mis en évidence les lacunes de notre système d'assurance-emploi et ont montré à quel point le travail est devenu précaire pour de nombreux Canadiens. De plus, ces programmes ont révélé des vulnérabilités, notamment le risque de fraude, l'inefficacité et les effets dissuasifs involontaires qui étaient parfois créés. Au-delà de la pandémie, les changements technologiques transforment profondément le monde de travail. La robotique, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, la robotique ont augmenté la productivité, mais ont miné la sécurité d'emploi dans des secteurs comme la fabrication, la construction, le transport, le commerce. Même des emplois basés sur des connaissances autrefois considérés comme sûrs sont menacés, comme dans le droit, la médecine, les finances et les industries créatives. Les chiffres donnent à réfléchir en ce qui concerne les emplois menacés par l'automatisation. McKinsey prévoit que 45 % des tâches actuelles pourraient être automatisées et que 60 % des professions pourraient avoir au moins un tiers de leurs tâches remplacées par des technologies. Les économistes disent que ces tendances pourraient toucher des millions de travailleurs, faire baisser les salaires et accroître les inégalités pour ceux qui n'ont pas d'instruction ou qui n'ont pas les compétences nécessaires. Selon un sondage, 32 % des Canadiens considèrent qu'un revenu minimum garanti est le moyen le plus efficace d'atténuer l'impact de l'IA sur l'emploi. 26 % sont favorables à des investissements importants dans la reconversion professionnelle et 22 % souhaitent que l'adoption rapide de l'intelligence artificielle soit limitée. Les Canadiens s'attendent donc à ce que le gouvernement gère les aspects techniques de l'intelligence artificielle, mais qu'il s'intéresse aux conséquences sur le plan humain. Dans ce contexte, un revenu minimum garanti, un seuil financier permettant à chaque personne de vivre dans la dignité, présente un attrait indéniable, ce qui nous oblige à réfléchir à ce que nous devons les uns les autres en cette ère de bouleversement. Mais on peut se demander si le fait de fournir un revenu garanti constitue une solution à long terme qui est acceptable. Parce que le travail, c'est plus qu'un simple salaire. Il nous donne une identité, un but, un sentiment d'appartenance. La productivité du Canada dépend de sa main-d'œuvre. Les travailleurs contribuent à la productivité du Canada en fournissant bien sûr la main-d'œuvre essentielle et en l'enrichissant grâce à leurs compétences, leur instruction, leur efficacité, qui sont cruciales pour générer de la production économique et stimuler la croissance aussi. Un paiement universel risque de dissocier le revenu de la contribution. Si les gens donc ne travaillent plus, cela pourrait affaiblir la productivité et l'engagement social.
Nous devrions nous concentrer sur l'aide aux Canadiens pour qu'ils acquièrent les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réintégrer le marché du travail et non pas simplement sur l'octroi de paiements en toutes circonstances. Le comité devrait donc se pencher sur la motivation, le développement des compétences et la participation au marché du travail chez ceux qui bénéficient d'un revenu minimum garanti, mais chez ceux qui se situent juste au-dessus du seuil d'admissibilité. D'autres pays sont confrontés à des défis similaires. En Allemagne, par exemple, on a investi massivement dans la fabrication de pointe et on a rapatrié certains maillons de la chaîne de valeur. La Chine a mis en œuvre des mesures similaires et se trouve aujourd'hui confrontée à une pénurie de main-d'œuvre. Je voudrais souligner 8 autres éléments. Bon, je fais comme mon collègue, le sénateur Barone. D'abord, il y a la cohésion sociale et la politique de l'envie. L'économiste Greg Mason de l'Université du Manitoba nous met en garde contre le fait qu'on se concentre uniquement sur les effets pour les bénéficiaires du revenu garanti, mais qu'on néglige la situation de ceux qui n'y ont pas droit. Un tel ressentiment pourrait nuire à la cohésion sociale et au soutien du public. L'équité ne concerne pas seulement la conception des politiques, mais aussi la perception. Les Canadiens doivent considérer tout système de soutien du revenu comme équitable, inclusif et motivant, et non comme source de division. Mon deuxième point concerne la durabilité et la réforme fiscale. Le directeur parlementaire du budget estime le coût brut d'un revenu garanti à 107 milliards de dollars cette année dans le cadre d'un modèle de famille nucléaire, en supposant la suppression des crédits d'impôt existants pour les faibles revenus. De plus, selon le même rapport, un revenu de base pourrait réduire les revenus annuels des personnes à faible revenu de près de 5 milliards de dollars. La mise en œuvre d'un revenu garanti à l'échelle nationale serait l'une des réformes sociales les plus coûteuses et les plus complexes de l'histoire du Canada. Elle pourrait nécessiter la suppression de nombreuses exemptions et déductions fiscales et une restructuration fondamentale des systèmes fiscaux fédéraux et provinciaux. Cela nécessite une étude approfondie en comité avec des témoins experts. Mon troisième point concerne l'équité et les investissements ciblés. L'égalité des revenus ne signifie pas l'égalité des chances. Selon le rapport 2021 du DPB, une famille monoparentale à faible revenu perdrait plus de 5 300 $ par an avec un revenu de base uniforme par rapport à des prestations ciblées. L'analyse actualisée pour 2025 suppose la suppression de programmes tels que le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le crédit pour aidants naturels, le crédit pour frais médicaux et l'indemnisation des accidents de travail, qui sont tous des aides essentielles pour les Canadiens en difficulté. Le remplacement de ces programmes risque de nuire aux personnes mêmes que nous voulons aider. Nous avons déjà vu les conséquences de cette approche. Le programme ontarien pour l'autisme est passé d'un soutien ciblé à des paiements forfaitaires et malgré le doublement de son budget, a laissé de nombreuses familles en situation de crise. La leçon est claire. Les politiques uniformes ne peuvent remplacer le soutien basé sur les besoins sans aggraver la situation des personnes ayant des besoins importants. Mon quatrième point concerne les implications constitutionnelles et interjuridictionnelles. L'aide sociale relève principalement de la compétence des provinces. Un revenu garanti administré par le gouvernement fédéral nécessiterait des négociations complexes avec les provinces et les territoires et pourrait entraîner une restructuration des transferts fédéraux. Le comité devrait examiner comment le partage des coûts entre le gouvernement fédéral et les provinces pourrait être conçu et si les premiers ministres ont la volonté politique de poursuivre une telle transformation dans le contexte budgétaire actuel. Le cinquième point concerne les leçons tirées de la PCE et de l'assurance-emploi. La PCE a fourni une aide d'urgence cruciale pendant la pandémie à hauteur de 2 000 $ par mois pour les Canadiens qui ont perdu leurs revenus. Mais son succès ne doit pas être confondu avec la faisabilité d'un programme permanent. Au contraire, cette expérience souligne la nécessité de moderniser l'assurance-emploi. L'assurance-emploi reste essentielle pour protéger le niveau de vie acquis grâce au travail et prévenir la pauvreté grâce à une aide temporaire contributive. Un examen complet de l'assurance-emploi, en collaboration avec les entreprises et les syndicats, pourrait permettre d'atteindre bon nombre des objectifs de stabilité et de dignité que vise le revenu de base, sans démanteler notre cadre fiscal actuel. Les travaux de l'ancienne sénatrice Diane Bellemare dans ce domaine pourraient être précieux pour le comité. Ma prochaine préoccupation concerne les Canadiens marginalisés. Environ 10 % des Canadiens ne déclarent pas leurs revenus et sont donc
pas pris en compte dans les données sur lesquelles se baseraient les versements du revenu de base. Ironiquement, ce sont souvent les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Le comité devrait étudier comment atteindre les personnes qui ne sont pas soumises au régime fiscal et quels mécanismes permettraient d'assurer l'exactitude, la responsabilité et l'intégrité du programme. Le septième point concerne l'examen des alternatives. L'opinion publique suggère que les Canadiens préfèrent les programmes ciblés et liés à l'emploi au transfert universel. Un sondage Angus Reid a révélé que 59 % des personnes interrogées sont favorables à un programme de garantie pour les jeunes visant à aider les Canadiens de moins de 30 ans à trouver un emploi. 65 % sont favorables à un programme d'accompagnement professionnel pour tous les Canadiens sans emploi et 74 % sont favorables à un programme de formation professionnelle pour tous les Canadiens. Mon dernier point concerne les promesses et les dangers d'une idée simple. Comme l'a fait remarquer le professeur David Green, président du groupe d'experts de la Colombie-Britannique, si nous voulons lutter contre la pauvreté, quoi de plus simple que d'envoyer à chacun un chèque équivalent au seuil de la pauvreté? Le problème, c'est quand on s'en approche et qu'on se demande comment mettre cela en œuvre concrètement. Le revenu de base est souvent considéré comme une solution miracle censée réduire la pauvreté, améliorer la santé, accroître le niveau d'éducation et renforcer les communautés. Mais aucune politique ne peut à elle seule répondre à toutes ces attentes. Chers collègues, ma mise en garde concernant le revenu minimal garanti ne doit pas être confondue avec de la complaisance. Nous devons lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'insécurité économique. Mais nous devons le faire par des mesures ciblées, fondées sur des données probantes et collaboratives. Ce débat porte sur le type de société que nous voulons construire. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont en train de remodeler notre monde. La pandémie a mis en évidence des vulnérabilités que nous ne pouvons pas ignorer. Les Canadiens réclament sécurité, dignité et opportunité. Un revenu minimum garanti est une réponse possible, mais elle n'est pas simple. Elle touche au fondement même de notre économie, de notre fédération et de notre contrat social. C'est pourquoi je suis favorable à ce que ce projet de loi soit renvoyé en comité pour y être étudié de manière approfondie et exhaustive. Lorsque les chiffres seront sur la table, la situation pourrait être différente. Que l'examen de ce projet de loi soit guidé par des preuves de la compassion et de la prudence, afin que la voie choisie par le Parlement renforce à la fois les fondements économiques et le tissu social de notre pays. Merci.